Oui, je vous l'accorde. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas posté de vidéo. Vous me voyez présent avec les posts, mais un peu moins avec mes contenus, soit montés ou en face caméra. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Le travail, la famille et, vous doutez, la période estivale avec les beaux jours. On préfère profiter dehors que d'être à l'intérieur, à créer tout un tas de contenus. Néanmoins, je voulais vous proposer quelque chose. C'était mélanger ce que j'ai vu lors d'une formation, puisque pour ceux qui me connaissaient un peu, je fais plusieurs travails différents. J'essaye, on va dire, de varier toutes mes expériences professionnelles pour gagner en compétences et aussi voir ce qui est bien dans la société et tous les travers, ceux qui peuvent en profiter, que ce soit par le biais de la banque ou encore par la CARSAT au niveau des régimes de retraite et tellement d'autres choses encore que je pourrais vous partager. Mais pour certaines, je ne veux pas encore griller mes cartes au cas où j'ai un retour à faire dans ces entreprises. Bref, donc actuellement, je suis dans le secteur de l'immobilier. Je ne peux pas en dire plus puisque des rageux sont sur Internet. Et vous vous doutez que quand vous n'êtes pas dans la bien-pensance, que vous essayez tout de même de trouver une nuance pour pas tout mettre dans le même lot, accuser toujours les mêmes personnes et faire comme s'il n'y avait pas de col blanc dans les mauvaises affaires, et bien vous vous retrouvez avec pléthore de profils qui vous menacent, insultant, voire carrément qui vont créer une sorte de harcèlement pour aller jusqu'à trouver votre job. Bon, moi ça m'a arrangé dans la précédente situation, vous l'avez vu, j'étais en banque et ça s'est terminé plus tôt que prévu. Ce qui m'a largement arrangé, petit tremplin pour une nouvelle aventure, un nouveau métier. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'ai vu en formation. C'est-à-dire que dans le bâtiment, on a une vision lambda d'un logement avec les pièces, la façon dont elles sont constituées, mais on ne pense pas forcément à enlever notre première approche pour finalement revenir au brut de l'information. Il y en a qui vont dire où il en vient. Écoutez bien. Enlevez votre vision quelque part du décorateur d'intérieur qui s'est présenté, qui a installé un canapé, et puis tu vois ton salon avec la télé orientée sur un meuble, et pourquoi pas ta salle à manger à côté avec tout le mobilier qui l'accompagne. Enlevez ça pour l'instant, remettez un peu à nu votre logement, et questionnez-vous sur son origine. Donc il a fallu des plans, il a fallu des ingénieurs, des architectes, après ça, des sociétés qui interviennent dans le BTP notamment, pour commencer à couler la fondation avec certains matériaux, et puis ériger les murs, et petit à petit aller jusqu'à la charpente, ou en tout cas se rendre au niveau de la toiture. Ça, c'est qu'une partie de l'œuvre entre guillemets du bâtiment. Il reste après toute l'installation électrique, le raccordement à l'eau, il y a déjà, on va dire, dans les fondations, les choses qui sont organisées, et vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses à découvrir. Au niveau des bois qui vont être utilisés pour les plinthes, la peinture, tapisserie ou encore bien d'autres choses qui peuvent entrer en compte. Et quel type de peinture si c'est le cas, ou la tapisserie. Vous pouvez vous intéresser également au raccordement au niveau de l'électricité. Dans quelle pièce et pourquoi à cet endroit, par exemple, placer ne serait-ce qu'une prise ou encore un interrupteur. Et puis, pareil, la porte, bref. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on est dans un modèle de construction, de réflexion. Est-ce qu'il s'agit seulement d'optimiser le coût ou au contraire d'apporter la qualité ou de trouver un compromis, on va dire, avec un juste équilibre? Et beaucoup vont pas comprendre pourquoi j'en parle. Ils vont dire ok, mais tu nous emmènes où là? Je vous emmène à voir la géopolitique. Sortir de l'habillement que vous lui avez mis. Regardez le corps. Très bien. Vous l'analysez ce corps. Eh bien, quelque part, c'est comme pour la biologie. Il ne s'agit pas seulement de regarder un corps depuis l'extérieur ou encore de s'y intéresser par les organes qui le constituent, s'il y a ou non tant de côtes, si c'est un vertébré, non vertébré, si on vient catégoriser, on va dire, l'ordre naturel des choses. Et en dehors de la biologie, c'est de voir qu'est-ce qui fait la géopolitique. Quelle est sa fondation? Pour un être vivant, ce qui va nous tenir dans une certaine posture, c'est notamment la colonne vertébrale. C'est la façon dont on va, voyez-vous, en user, entre guillemets. Est-ce qu'on va s'affaisser quelque part? Est-ce qu'on va s'entasser ou au contraire, on va essayer de retrouver une certaine carrure, de tenir la forme et tout un tas de positionnements au possible.
La géopolitique, c'est quoi? C'est des positions stratégiques qui sont tenues pour un ordre économique, donc qui fait fonctionner quelque part cet organe. Ça va également être pour préserver sa souveraineté. Là, on pourrait se ramener au cerveau, la possibilité de défendre sa propre identité, ce je suis, et en même temps, je veux exporter de l'information ou en tout cas de la matière, et bien d'autres comme ça. Et si je vous fais une comparaison biologie, politique, et comme on parle de corps politique, je voudrais vous ramener aussi au corps biologique. Alors pourquoi je veux vous mélanger les deux choses? C'est pour vous faire comprendre que maintenant, on doit en revenir à la base. La géopolitique, c'est prendre du recul. Vous voyez, je me suis mis sur une petite note. La géopolitique, c'est également de se questionner de comment ça fonctionne. C'est quoi sa base? Qui s'est mis en accord pour que tel et tel pays viennent à créer une alliance et par exemple que l'on vienne à soutenir certains pays africains qui aujourd'hui reprochent massivement à l'Occident tout un tas de mésaventures jusqu'à la traite de l'esclavage d'il y a quelques siècles. D'accord? Il y a derrière bien d'autres choses encore. C'est souvent l'idée qu'on entend par contre dans la géopolitique, surtout de l'ordre par exemple africain par rapport à l'Occident, qu'on leur est redevable. Et puis en même temps qu'ils n'ont pas besoin de nous. Vous voyez, une sorte de dichotomie. Des choses qui ne vont pas ensemble, des concepts qui se comporteraient comme des mots un peu en oxymore. Alors, je me suis dit que petit à petit, en prenant du recul, en détachant tous les habits, les traditions qu'on a voulu mettre à cette politique internationale, on devait se questionner sur y aura-t-il un choc des civilisations? Je fais suite à ce qui s'est passé en Angleterre. Vous l'avez vu, un bordel monstre. 3 gamins, 3 petites innocentes qui se retrouvent poignardées sauvagement par un Rwandais, par un immigré déséquilibré, un nomade quelque part, puisqu'il ne cherchait pas l'assimilation, il ne cherchait pas non plus à s'insérer dans la société, mais seulement à venir pour commettre le crime. Il y en a certains, c'est pas forcément pour en vouloir aux blancs, ou en tout cas à ceux qui pourraient être occidentaux, n'importe quelle couleur qu'ils ont d'ailleurs, mais c'est pour profiter. Et je vous l'avais présenté avec les vagues migratoires, où on voyait très bien que ceux qui viennent en Occident ne sont pas les plus pauvres, ceux qui, en réalité, auraient besoin d'être tirés d'une certaine misère. Au contraire, c'est les classes moyennes, avec le rêve d'un idéal, ou, autrement, les filières et les promesses qui vont avec. Ils ne viennent pas sans rien. Il y a la carotte au bout. Qui fait du trafic d'êtres humains? Alors, il y a des blancs, bien évidemment. Mais pourquoi ne jamais voir ceux qui sont africains et qui font la traite des leurs? Aujourd'hui, il y a de l'esclavage moderne. Et on ne le renvoie pas seulement au modèle du monde ouvrier, agricole ou tout ce que vous voulez. On peut carrément parler d'esclavage en termes salis, si je puis dire, même si on dirait termes propres. Mais pour moi, c'est termes salis, voyez-vous. C'est-à-dire que on crée des filières, des mouvements, pour qu'à la fin, on vienne à avoir des gens toujours plus haineux des nôtres. C'est le choc des civilisations. Et en plus, on fragilise. Voyez, ceux qui organisent ça fragilisent ce qui se passe dans les pays de départ également. Donc, je vous avais même lu un passage du président sénégalais qui trouvait que la France était bien trop gentille avec les Africains au vu du nombre qui était ramené en France. Et non, ce n'est pas pour la plupart des travailleurs. J'observe des choses ahurissantes. Vraiment. Des personnes, on se demande comment ils peuvent déjà obtenir un logement, alors qu'il n'y a aucune garantie derrière, qu'ils ne travaillent pas depuis des années. Et que des autochtones, eux, galèrent. Ils continuent à travailler, ils payent des loyers astronomiques et dans leur propre pays, on leur fait comprendre, tu vois là, ton peu d'argent qui est mis de côté sur le livret d'épargne, qui permet justement de construire, entre autres, les bâtiments qui vont être des HLM, bah t'en profiteras pas. Ça, c'est pour les autres et les nouveaux venus, parce qu'il y a les critères sociaux, et puis maintenant ils mettent des barèmes à points, et bien d'autres choses encore. Bref, ça relève de l'administratif. Je vais d'ailleurs essayer de, peut-être dans les mois qui arrivent, d'entrer dans l'administration de la mairie, si je puis dire. En tout cas, des services de ce genre. Là, pour l'instant, je suis dans l'immobilier qui ne permet pas encore d'accéder à ça, mais ne vous en faites pas. Je vais faire mes pas. Et ce que j'ai observé des plus scandaleux, c'est que certains
Donc on les appelle, on le RSA, comme ils ont des mômes, il y a la CAF, il y a également une autre aide, je sais plus, c'est aide famille, enfin c'est un autre blaze encore, plus aide solidarité en dehors des APL qui viennent s'y ajouter également. Et malgré tout ça, donc à des loyers à 300 ou 400 balles, alors qu'en plein Nantes, ça en vaudrait 800, 900 euros pour ce qu'ils ont, mais ils trouvent le moyen de ne pas payer. Ils trouvent le moyen de partir en vacances en plus, hein, avec des dettes à 3000, 4000, parce qu'ils attendent que ça monte et ils ne se font pas virer des parcs immobiliers pour certains. Dans le privé, un peu plus, hein, ça swing, comme on pourrait dire. Il y en a qui rigolent pas trop. Du jour au lendemain, hop, on envoie les huissiers et ça termine sur le trottoir. Bon, vous doutez, ça trouvera une association, hébergement d'urgence, et à nouveau, ils bénéficieront en priorité face aux Français qui, pour certains, sont droits dans leurs bottes. Ben, on retrouvera les autres qui gèrent rien, qui font sauter les factures par l'endettement. Je crois que c'est 1,3 milliard d'euros de dettes qui ont sauté par des gens qui ont monté des dossiers de surendettement en 2023. Après, on nous dit qu'il n'y a pas de pognon. C'est à peu près 1 milliard qui sont partis pour les associations pro-migrants. Et je ne vous parle même pas des autres associations qui leur amènent l'alimentation, qui vont leur payer le loyer ou ce genre de choses, hein, qui vont les aider dans tout type de démarche administrative où ça nous coûte un pognon de dingue déposé sur la table, où on leur paye des formations pour apprendre le français et bien d'autres choses, et il n'en ressort que rien, que ruine, que misère. De temps en temps, on est satisfait, on en voit un, ça y est, lui il est intégré. Il bosse ou non d'ailleurs, il essaye de travailler son français, son élocution, tout en conservant les dialectes, les autres langues qu'il peut maîtriser également. D'accord ? Et je vous ai partagé une vidéo, hein. C'est pas que les Français blancs, soi-disant racistes, fachos, hein, comme les automatismes sortent rapidement. Non, non, il y a même des personnes issues de l'Afrique qui se trouvent scandalisées que de voir dans les rues de Paris, de Nantes et de bien d'autres endroits, à Marseille encore, eh ben on voit des gens habillés en boubou, les autres en voile, ou bref, comme s'ils étaient dans leur bled d'origine, ou carrément à faire du tam-tam dans la rue, ou ce genre de choses. Et j'irai plus loin. Regardez les photos de l'époque, la façon dont c'est entretenu au niveau des rues de Paris, de Nantes, Marseille, Bordeaux, ce que vous voulez, avec aujourd'hui les souks qui ont lieu quelque part, en tout cas les ventes de vêtements comme ça à l'air libre, le recel, hein, tout ça, ça va avec. Et à la fin, même ceux qui font les marchés qui te laissent des fois des tas d'ordures. Ça va, moi, près de chez moi, ils restent respectueux. D'accord ? Et ils sont de la diversité, mais ils font attention quand même. Mais c'est pour vous dire que en important le tiers-monde, non, on ne deviendra pas les premiers. En important le tiers-monde, malheureusement, si on ne met pas de quota, de limite, eh ben on arrivera au grand affrontement, à ce choc des civilisations. Donc, page 9, il est inscrit qu'il a mis en place en 93, la revue Foreign Affairs a publié donc un article que j'avais écrit et qui s'intitulait The Clash of Civilization. En tout cas, ça posait la question. Et puis après, il y a eu tout un tas de débats, il y a des réactions qui ont été avec des commentaires entraînés, venus de tous les continents, parce que c'était une sorte de révolution, ce que je trouve assez étrange, parce que pour ma part, ayant lu Malthus et les principes, le principe de population, c'est à peu près la même chose qui est dit dedans, on va dire, avec la vue un peu plus moderne, mais néanmoins, c'est à peu près la même idée. Le public a été diversement impressionné, intrigué, choqué, effrayé, déconcerté par ma thèse. Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont en passe de devenir la donnée de base de la politique globale. Quoi qu'il en soit, cet article a touché le nerf sensible chez des personnes appartenant à toutes les civilisations. Un intérêt, les comptes rendus erronés qu'on en a donnés et les controverses qu'il a fait naître, il m'a semblé souhaitable d'exporter plus à fond les points abordés dans cet article. C'est là où on va se rendre compte que les prochains conflits, ça va pas seulement être sud-nord ou est-ouest, on va plutôt entrer sur quelque chose de global où au sein des territoires, on aura des fractionnements, des communautés prêtes à s'affronter les unes avec les autres, équipées comme les plus grandes mafias ou des cartels ou ce genre de choses. Donc il y aura la partie religieuse, la partie des trafics et bien d'autres encore dans les politiques ou dans ce genre de choses. C'est vraiment des affaires et plusieurs couches
qui viennent à se constituer. Des bâtisses un peu différentes, mais qui appartiennent, on va dire, à la même maison mère, quelque part. Avec l'idée de l'hyper-conflit à la Jacques Attali dans Une brève histoire de l'avenir. Dans Une brève histoire de l'avenir, il nous dit que viendra le moment où on aura carrément la police qui sera dépassée, et à ce moment-là, on privatisera les choses, un peu à la Naomi Klein. Et peut-être derrière l'idée d'avoir une sorte de groupe Wagner, ou peut-être encore comme des G.I. Joe de l'époque qui venaient, qui faisaient des massacres aussi. Là, je parle pour les Américains, comme on peut parler à l'Est, hein, Est-Ouest, ça vient au même, entre guillemets. C'est-à-dire constituer des forces qui viendront à la fin, parce que là, Wagner, c'est plutôt ça, à user d'une certaine violence sans limite, juste contre un paquet de pognon. C'est des contrats, des sortes de mercenaires quelque part. Et aujourd'hui, on voit que les contrats de petits mercenaires, parce que pour l'instant, c'est des petites mains, même si ça tire dans les genoux, carrément, ça va à tuer les gens comme ça, on les observe dans les réseaux de stupéfiants, qui se sont alliés avec les réseaux de trafic d'armes, qui viennent en priorité des filières de l'Est, albanais et bien d'autres encore. Donc, qui sont venus petit à petit et qui renvoient au nom d'ailleurs des armes qui peuvent être de guerre, des fois. Donc, je me doute bien que si ça part en guerre civile, comme ça peut être le cas avec la cocotte minute au niveau de l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi la lumière a fait ça, mais c'est pas grave. Comme en Angleterre, ça veut dire que là pour l'instant c'est des conflits, ça sort les mains, il y en a qui commencent à sortir les barres, donc ça va aller crescendo avec les outils. C'est pour ça que les autorités quelque part tentent de limiter la chose. Parce qu'ils savent que quand on sera trop au bord du gouffre, il y a les quartiers qui sont remplis d'armes, en tout genre, hein, du petit pistolet, on va dire, à l'arme un peu plus massive, un peu plus automatique, eh bien, il y aura l'hyper-conflit. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de « non, là, la police, vous n'avez pas intervention d'aller tirer ». Il y aura « venez équiper les réservistes, venez vous présenter également » et au besoin, on déploie militaires ou encore d'autres groupes qui permettent de neutraliser au plus vite certains secteurs. Parce que vous vous doutez bien que jusqu'à présent, si les petites mafias, les gens peuvent aller planter comme ça gratuitement, peuvent de temps en temps sortir faire un règlement de compte, c'est que c'est permis. Quand l'État aura décidé que ça sera stop et qu'il faudra mettre de l'ordre, croyez-moi que ça ira pas par deux chemins. Il n'y en a qu'un. Regardez très bien ce qui se passe avec les OPEX, opérations extérieures, de la part de nos militaires. Moi, je vous ai dit, les militaires, j'en parlais l'autre jour avec Veritas Globalis, je disais, les militaires, ils ne peuvent pas intervenir sur le territoire français tant qu'on n'est pas en guerre. On ne peut pas être en guerre contre notre propre pays. Par contre, si en son sein, on a un choc de civilisation qui mène derrière à ce qu'il y ait des groupuscules, donc finalement à une scission avec la France, et que ces gens ne veulent pas faire partie, même si j'aime pas le terme, hein, de la République, entre guillemets, vous croyez que la République va hésiter une seule seconde à les massacrer quand, à l'époque, entre guillemets, de ces révolutions de renversement de la bourgeoisie et des systèmes qui existaient, ils ont massacré les Vendéens. Et vous croyez qu'ils vont hésiter une seule seconde à aller en massacrer certains qui ne sont même pas français, entre guillemets, et qui détestent notre pays, et encore pire, ont la haine de l'Occident et les crachent jour et nuit. Ceux qui sont exposés en plus sur les réseaux sociaux et où la toile, rappelons-le, était ARPANET auparavant, donc appartient à un réseau militaire, ils pensent que leur empreinte a disparu. L'araignée n'est que là pour mieux les dévorer. Il y a l'araignée qui tisse des toiles pour les vibrations, ressentir s'il y a un adversaire, ou encore pour, comment dirais-je, quelque part, faire passer de la communication. Et il y a l'araignée qui a faim, qui a tout tissé, qui attend une seule chose, c'est que les proies se présentent. Et oui, ça passera à l'assiette. Et donc cette assiette, étant donné qu'on voit très bien que certains cherchent à ce qu'il y ait le conflit pour effacer tout ce qui pourrait être de domaine religieux, d'appartenance à un pays. Donc ils vont en profiter d'une pièce de coup. Et les ricochets vont se faire à la suite. Hein. L'eau n'est que là, quelque part, pour accueillir un peu plus de fluide, si je peux dire ça comme ça, un peu plus de sang, quelque part, à couler. Donc ils vont faire cette rivière par le massacre des uns et des autres. Comme ça, il y aura tellement un état de choc, de chaos, un peu à la Naomi Klein, que plus jamais le tonfa. L'idée, et ce ne sera même pas le tonfa, là, ce sera plus jamais comme c'était dit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a bon nombre qui sont ouverts et aimons-nous tous les uns les autres. Il y a eu cette génération un peu hippie, Flower,
Oui, on appartient à la nature, ça y est, on finit la destruction, les obus, tout ça. On doit faire cesser, au lieu de faire sécession quelque part. Et on en arrive à ce conflit de toute façon qui est majeur, qui doit exploser. Les blocs, je vous les ai déjà cités, hein, la partie des BRICS+, qui vont vraiment être axés et qui vont jouer au nom de la scène internationale pour un faux appui religieux ou non d'ailleurs, et la partie ouest qui se fait trahir par certains, comment je pourrais dire ça, les extrémistes religieux qui veulent un troisième temple et ce genre de choses, et en même temps la défense de notre culture. On ne peut pas se permettre de se faire remplacer. C'est pour ça d'ailleurs que bon nombre des unités, des personnes qui sont prêtes à s'engager ou qui sont déjà engagées, ne le font pas forcément de plein gré, on va dire de joie, de bonheur pour porter tout le programme qui est là. Non. En fait, dedans, il n'y a qu'une petite partie qui les intéresse. Et les gens, si véritablement ils ne voulaient pas cet hyper-conflit, chacun retournerait chez soi. Pourquoi ils ne le font pas? Et ils vont te dire, la plupart, qui sont religieux. Mais quand ils viennent ici, c'est pas du tout pour la religion, entre guillemets, c'est pour le pognon. Donc le billet est déjà devenu leur dieu. Un peu comme dans Invasion à LA. C'est un billet. Ah merde, je les ai mis, c'est leur dieu. Paye, achète, consomme. Déplace-toi. Rêve de l'Occident. Dans le livre La Nouvelle Vague, je vous l'ai dit, ou la Migration Nouvelle Vague, quelque chose comme ça, qu'est-ce qui a fait déplacer ces populations en Occident? Quand les paraboles ont été installées, la télé, qui leur a diffusé le rêve, entre guillemets, d'aller vivre au niveau de l'Europe en particulier. Et puis nous, autochtones européens, on nous a vendu le rêve américain. Allez là-bas, le pays où tout est possible, où la démesure est présente, où vous pourrez faire du pognon. Mais les déplacements ont toujours été, pour la plupart, comme ça. Parce qu'on n'est plus dans les conquêtes d'un certain âge, où c'était soit pour récupérer du territoire et nourrir une population, ce genre de choses. Là, on n'est pas non plus dans l'esprit, même s'il y en a certains qui le rêvent, hein, de se reproduire au maximum, de remplacer une population et d'imposer la religion. On est plutôt dans des déplacements comme si c'était des marchandises. Vous voyez, l'ordre maritime, il revient, l'objet il est là, il se déplace, il veut juste obtenir un peu plus de valeur, de la plus-value quelque part. Pour ou non revenir dans son pays d'origine, mais ce qui est très rarement le cas. Et donc, vous vous doutez bien que ceci entraîne de facto, comment je pourrais dire ça, un conflit. Un moment propice à ce que tous les barrières explosent, d'un côté comme de l'autre. Celui qui comprend qu'il y a une haine du blanc, l'autre qui a la sensation, ou non d'ailleurs, et qui le ressent, qui le vit, la haine des Noirs, ou encore des Arabes, ou des Asiatiques, bref. Ça peut aussi basculer sur une religion et sur bien d'autres choses. Donc c'est des oppressions d'oppression de tout un chacun, y compris pour les chrétiens, l'antichristianisme qui ne cesse de se propager, et ce ne sont pas que les sionistes. Les sionistes sont une part du problème, mais il y a bon nombre qui vont planter, ou ce genre de choses, ou qui, je vous ai déjà partagé des vidéos, qui crachent sur des prêtres, et pas seulement en Israël, en France. D'autres qui se placent devant l'église comme si c'était le temple et on allait marchander devant parce que on sait que les gens y vont par générosité, entre guillemets, en tout cas on a la bonté au cœur et il y a le geste, il y a cette idée de faire du bien à son prochain. Et ils sont intelligents. C'est tout un stratagème. On ne peut pas accuser que les migrants qui viennent, mais on ne peut pas non plus les exclure de la problématique. Ça serait complètement se foirer sur l'équation. Tout à chacun sa responsabilité. Ok? Comme celui qui irait dans des casinos perdre ses thunes, ou l'autre carrément, je sais pas, qui est dans une addiction de drogue, eh bien, celui qui est venu en Occident pour profiter un maximum est responsable et ne peut pas se faire passer pour la petite victime qu'on a déplacée. D'accord? Et je pourrais comme ça continuer le listing de ce que je dis. Le 3 janvier 92, à Moscou, des universitaires russes et américains se réunirent dans l'auditorium d'un bâtiment gouvernemental. 2 semaines plus tôt, l'Union soviétique. L'Union soviétique avait cessé d'exister, la Fédération russe était devenue un pays indépendant. En conséquence de quoi, la statue de Lénine, qui ornait auparavant la scène de l'auditorium, avait disparu.
et le drapeau de la Fédération russe flottait sur la façade. Comme le fit remarquer un observateur américain, il y avait cependant un petit problème. Écoutez bien pour les plus attentifs et faites un comparatif avec les JO. Comme le fit remarquer un observateur américain, il y avait cependant un petit problème. Le drapeau avait été suspendu à l'envers. À la première pause, les organisateurs russes se hâtèrent de corriger l'erreur. Est-ce que c'est un symbole? Y a-t-il une communication ou non derrière ça? Libre à chacun d'interpréter. C'est pas le plus important, mais ça prête interrogation au moment où on fait sauter l'Union soviétique pour que ça devienne la Russie. Et dans l'auditorium, on fait enlever la statue de Lénine. Donc quelque part, il y a un effacement d'une partie de l'histoire. Le drapeau est affiché à l'envers. Erreur ou volonté pour communiquer un message aux initiés. Au niveau des JO, c'était pareil. Le drapeau a été déployé à l'envers. La politique globale dépend désormais de plus en plus de facteurs culturels. Les drapeaux hissés à l'envers sont un signe de cette transition. Mais de plus en plus, ils flottent haut et fiers. Et les Russes, comme les autres peuples, se mobilisent derrière des drapeaux et d'autres symboles d'une identité culturelle nouvelle. Voilà qu'aujourd'hui, l'identité même se rattache à une sorte de pavillon comme pour un bateau. Quel drapeau va représenter ton bateau, ta nation, là où les gens vont quelque part cohabiter ensemble sous un capitaine qui fait en sorte que tout se passe bien normalement, que ce soit pour le ravitaillement, éviter les maladies, le déplacement, donc aiguiller, prendre la bonne flèche et venir la mettre dans le mille, ou en tout cas prendre la bonne flèche sur la boussole et s'orienter au possible au nord, quoi, entre guillemets. Page numéro 16, on a le 16 octobre 1994 à Los Angeles, 70 000 personnes qui ont défilé au milieu d'une mer de drapeaux mexicains. Il s'agissait de protester contre la proposition 187 qui allait faire l'objet d'un référendum. Celle-ci stipulait que les immigrés illégaux et leurs enfants n'auraient plus droit au subside de l'État. Je vois pas ce qui est scandaleux en fait. Mais il devait y avoir des socialistes qui se sont dit non, on ne peut pas leur couper leurs droits, ça serait inhumain quelque part de les priver de logement, d'aide sociale, de bouffe gratuite et de tout ce que l'on veut. Donc ils ont refusé. Pourquoi défilent-ils sous la bannière mexicaine alors qu'ils réclament aux États-Unis le libre accès aux études? S'étonnèrent certains observateurs. Ils auraient dû brandir des drapeaux américains. 2 semaines plus tard, des manifestants défilèrent, en plus grand nombre encore, sous des drapeaux américains en berne. Grâce à quoi la proposition 187 a été approuvée par 59% des électeurs californiens. Dans le monde d'après la guerre froide, les drapeaux restent essentiels, tout comme d'autres symboles d'identité culturelle, les croix par exemple, les croissants et même les chapeaux, car la culture est déterminante. Et l'identité culturelle est ce qui importe le plus à beaucoup de personnes. On se découvre de nouvelles identités, on en redécouvre aussi souvent d'anciennes. Et qu'ils soient anciens ou nouveaux, défiler en brandissant des drapeaux conduit à entrer en guerre contre des ennemis anciens, mais aussi nouveaux bien souvent. Ce qui, d'ailleurs, nous ramène toujours à ceux qui veulent pleurer sur un passé, et quand tu leur montres les crimes qu'ils ont commis, c'est « Ah non, 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 là, t'es peut-être 100 ans avant le moment où je veux arrêter, moi, mon histoire. Tu vois, tu peux pas remonter avant, tu peux pas me reprocher les crimes de mes ancêtres. On s'arrête là où les tiens étaient en dernier quelque part coupables. » Bon. C'est un peu comme en France, quand vous voyez des grands champions, parce qu'il faut leur reconnaître cette qualité, comme Teddy Riner et bien d'autres encore, qui sont d'une autre pigmentation, d'accord, donc bien souvent issus de d'autres pays ou des îles et de d'autres endroits en tout cas, et qui font une certaine fierté quand même de la France, d'accord. Et on nous dit, regardez, sans l'immigration, la France n'est rien. Mais ceux qui vous disent ça, quand vous reprenez par contre les chiffres, les affaires voyez-vous, de crimes ou délinquance, c'est non, non, pas d'amalgame. Par contre, quand c'est dans la réussite, là, il faut directement en faire un modèle universel. Seul l'immigré peut réussir, seul lui apporte du plus, du positif, voyez-vous, du rayonnement au pays. Par contre, quand il y a des crimes ou ce genre de choses, mais non, faites pas l'amalgame, c'est pas les mêmes. Ils peuvent sortir, hein. Tu peux en avoir 15, 20, 30 affaires dans la semaine où des gens ont carrément tué ou planté et ont perforé un rein ou ce genre de choses. Faut pas en parler. Ça, c'était juste un individu isolé. Le deux poids, deux mesures. C'est comme l'affaire de l'Angleterre.
T'as quelques personnes qui sortent excédées de colère parce qu'ils commencent à en avoir marre de voir les leurs en train de crever, de voir leur pays en train de sombrer. Et on va leur dire racistes, fascistes, on va même carrément libérer des délinquants des prisons pour vous enfermer parce que vous êtes dans des revendications et vous avez cassé deux, trois trucs, comme les Black Blocs qu'ils font tous les week-ends. Mais ça va, ils peuvent passer. Et quand on a des gens de quartier, musulmans, arabes, noirs, ce genre de choses, qui quelque part sortent prioritairement de l'Afrique ou du Moyen-Orient, qui sont dans ces pays-là, qui sortent dans la rue, qui défoncent le moins de blancs qu'ils peuvent trouver, ou en tout cas qui tentent de faire des ratonnades, là c'est mais non, c'est une réponse. C'est une réponse à ce qui a précédé. Mais ce qui a précédé, les blancs qui sortaient entre autres, qui étaient anglais, qui commençaient à s'énerver, qui eux ont des femmes, des enfants, etc., qui se disent demain ce sera peut-être les miens. Demain, ça sera peut-être les miens. Eux, on leur dit de la fermer alors qu'ils sont dans leur pays. Voyez ou pas? C'est pour ça que, pour ma part, il n'y a pas à avoir un affrontement général, mais on ne se laissera pas marcher dessus. Demain, et je l'ai mis, s'il y a une stratégie européenne, des Belges, Français, Allemands, Espagnols, Italiens et tout ce que vous voulez main dans la main pour faire le grand nettoyage, c'est pas un problème. Il y aura le grand nettoyage. D'accord? On ne se laissera pas écraser. La chrétienté ne se laissera pas piétiner. Elle tendra peut-être la joue, comme elle le fait depuis bien longtemps, mais il y a un moment, ça sera stop. Tu veux m'en mettre une, on n'est pas dans la loi du talion. On est dans mieux que ça. Les innocents, on ne leur veut pas de mal. Ceux qui ne tiennent pas des propos haineux contre nous ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Et vous le savez très bien. Même ceux qui jouent un peu les victimes, ouais, islamophobe, ouais, raciste, ouais, non. Joue pas la victime. Parce que si tu fais pas partie des catégories qui sont ciblées, des profiteurs d'aide sociale et ce genre de choses, de ceux qui font partie de recel ou encore de trafic de blanches, en les prostituant, ou de bien d'autres choses encore, t'es pas dans le problème, t'es pas dans l'équation et tu le sais très bien. Par contre, comme les autres qui font ça sont issus des mêmes pays que vous, Maghreb, Afrique noire et de d'autres endroits encore, vous voulez les défendre coûte que coûte. Et vous, de notre côté, vous souhaitez qu'on soit lâche et qu'on vienne à se diviser et qu'on fasse un peu comme ce que font certains gauchistes, c'est-à-dire venez nous remplacer avec plaisir. Et pas un seul mot lorsqu'il y a des bébés carrément poignardés. Et là, me dites pas false flag ou ce genre de choses. Qu'attendez-vous, si vous êtes tant rassuré que ça, pour sortir dans la rue réclamer les stats ethniques? Parce que vous savez très bien que vos communautés sont majoritairement dans les problèmes. Elles ne sont pas seules. Il y a des blancs qui posent problème. Il y a des Français blancs, entre guillemets, de plusieurs générations, qui sont à foutre dans des camps du travail, comme les pédocriminels, comme certaines personnes qui détournent de l'argent massivement sur nos impôts, ce genre de choses. Et d'autres qui se prennent pour des petits voyous, ce genre de choses. Mais c'est minoritaire sur toutes les affaires. Établissons les stats ethniques. Arrêtons de délirer comme ça dans vos revendications à pleurer. Regardez ça. Ça, c'est la VA. La vérité, l'avenir et la victoire nous assurée, quoi qu'il arrivera. Quoi qu'il arrivera. Alors, le 16 octobre, donc ça je viens de le voir. À moins d'un, ok, d'accord. Donc on va aller à la page numéro 17. L'influence de l'Occident donc décline malheureusement. Les conflits les plus dangereux aujourd'hui surviennent désormais de part et d'autre des lignes de partage qui séparent les civilisations majeures du monde. Quel est le thème central de ce livre? Le fait que la culture, les identités culturelles qui, à un niveau grossier, sont des identités de civilisation, déterminent les structures de cohésion, de désintégration et de conflit dans le monde d'après la guerre froide. Les 5 parties de cet ouvrage développent les corollaires de cette proposition de base. Première partie, pour la première fois dans l'histoire, la politique globale est à la fois multipolaire et multicivilisationnelle. La modernisation se distingue de l'occidentalisation et ne produit nullement une civilisation universelle, pas plus qu'elle ne donne lieu à l'occidentalisation des sociétés occidentales. Et vous le voyez, la Chine, ça s'est positionné comme il fallait. C'est en train de renverser la tête des gens, vous voyez, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale.
Ils sont en train de faire miroiter je ne sais quoi à tel et tel pays, qui vont les rejoindre, et qui est le plus grand exportateur quelque part dans l'eau, celui qui va avoir après tout un tas de membres de sa population à étendre. Et puis sa monnaie imposée, vous en doutez, dans le mille. Dans le mille, dans le mille, dans le mille, les Chinois. La deuxième partie, c'est le rapport de force entre les civilisations qui change. On nous dit que l'influence relative de l'Occident décline. La puissance économique, militaire et politique des civilisations asiatiques s'accroît. L'islam explose sur le plan démographique, ce qui déstabilise les pays musulmans et leurs voisins. Enfin, les civilisations non occidentales réaffirment la valeur de leur propre culture. Troisième partie, un ordre mondial organisé sur la base de civilisations apparaît. Des sociétés qui partagent des affinités culturelles coopèrent les unes avec les autres. Les efforts menés pour attirer une société dans le giron d'une autre civilisation, en particulier l'islam et la Chine, au niveau local, des guerres frontalières. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'égarement. En autres civilisations échouent donc, et les pays se regroupent autour des états phares de leur civilisation. Ce qu'on examinait dans 1984 et ce qu'on retrouvait dans un autre film qui est à peu près sur la même thématique, un nouvel ordre mondial, avec à peu près 10 blocs et une gouvernance internationale. Après, au sein de ces 10 blocs, il y a des représentants, et puis après, il y a certainement les filières, entre guillemets, qui viennent s'attacher à des localités ou non. Quatrième partie, c'est les prétentions d'Occident, donc à l'universalité, qui le conduisent de plus en plus à entrer en conflit avec d'autres civilisations. D'où la recherche d'un chaos pour y mettre un ordre nouveau. Et l'idée socialiste, dont je vous parle depuis je ne sais combien de temps, depuis Robert Owen avec bien d'autres, les Margaret Sanger pour les États-Unis, mais également, comment je pourrais dire, c'est Beatrice Potter Webb et l'autre, je ne sais plus, Sidney Webb. Bref, Tavistock Institute également, qui travaille en fait à imposer à l'international une histoire, une religion quelque part. En fait, ce qu'ils appelleraient le multiculturalisme, où tu pioches. Tu n'es plus seulement chrétien ou plus seulement musulman, tu vas... Tiens, je prends ça, ça m'intéresse, ça, je vais creuser également ça. Ce qui mène d'ailleurs aujourd'hui certains membres ou non qui se disent chrétiens et qui vont prendre au comptant, par exemple, des hadiths. Donc ils vont dire que l'Éden, c'est un paradis, c'est en dehors de la terre. Pourtant, la Bible, elle dit tout l'inverse. Elle dit que c'est au niveau de la Mésopotamie. Il y a quoi d'autre encore? Ils vont te parler comme ça de plein de choses. Lucifer, enfin, vous voyez, les références bibliques, là, je prends cet exemple. Mais on peut voir bien d'autres choses. Le franglais, hein, la langue qu'on vient travestir avec des ajouts d'anglais comme ça qui... on ne tente même pas de les franciser, non, pouf, on le balance comme tel dans une conversation. Il y a l'idée même de la culture japonaise qui se retrouve également. Enfin, c'est un marasme. C'est vraiment un mélange de tout que l'on retrouve. Et donc après, on a derrière ça, malheureusement, tout un tas de conflits, en particulier donc l'islam, la Chine au niveau local, les guerres frontalières, surtout entre musulmans et non-musulmans, suscitent des alliances nouvelles et entraînent l'escalade de la violence, ce qui conduit les États dominants à tenter d'arrêter ces guerres. Cinquième partie, c'est la survie de l'Occident, qui dépend de la réaffirmation par les Américains de leur identité occidentale, et les Occidentaux qui doivent admettre que leur civilisation est unique, mais pas universelle, et s'unir pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. Nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multicivilisationnelle et coopèrent à préserver cet état de fait. Et après, on voit d'autres choses, des cartes également hein, qui sont inscrites pour remontrer le découpage. Donc les grands blocs, hein, quelque part, qui en ressortent, monde libre, bloc communiste et non aligné. Mais l'idée même du communisme avec... c'est comme une autocratie, quelque part, si je ne dis point d'erreur. On met un leader et tout le monde est autour, obéit. Et... En fait, c'est un fascisme, quoi. Et l'idée même de l'Occident, c'est également un fascisme, mais sous une nouvelle forme. Alors, la question qui se pose, c'est qui sommes-nous?
Et certains y répondent, hein. Les peuples et les nations s'efforcent de répondre à la question fondamentale, entre toutes pour les humains, qu'on vient de voir, qui sommes-nous? Et ils y répondent de la façon la plus traditionnelle qui soit, en se référant à ce qui compte le plus pour eux. Ils se définissent en termes de lignage, lignage familial, d'histoire, également le côté de religion, de langue. Je vous ramenais à la civilisation grecque, où ceux, malheureusement, qui ne parlaient pas la langue étaient considérés comme des barbares à l'époque. Les Égyptiens en disaient de même de ceux qui ne pratiquaient pas leur langage. D'histoire également, et l'histoire avec un grand H entre autres. Ça peut également être le petit H pour une histoire familiale. Ça peut représenter également les valeurs. Par exemple, l'Occident, c'est un peu plus la liberté, même s'il y a quelques décennies, il y avait aussi une partie de pudeur, où mettre le curseur quelque part. Et bien d'autres choses, hein, d'habitudes et d'institutions. Ils s'identifient à des groupes culturels, tribus, ethnies, communautés religieuses, nations et au niveau le plus large, civilisation. Voilà pourquoi on parle de la civilisation judéo-chrétienne, n'en déplaise à ceux qui bouffent leur chapeau et s'étouffent avec toute cette haine qu'ils ont en eux. Dès qu'ils entendent juifs, ils vont dire qu'ils sont antisionistes, mais dès qu'ils entendent le mot juif et que le chrétien peut être fier d'être ami avec des juifs ou d'avoir, voyez-vous, une histoire commune quelque part, puisque le Christ était juif, même s'il a été trahi également par des juifs et pas les juifs, eh bien, tu peux pas les apprécier, on va dire, à une certaine juste valeur. De facto, tu dois en entendre deux ou trois comme ça, en train de, voyez-vous, érupter, hop, énervé comme jamais. On les voit. Et il rit, notre cher Isaac. On sait qui on est seulement si on sait qui on n'est pas. Et bien souvent, si on sait contre qui on est. En clair, si tu n'es pas barbare, tu es civilisé. Si tu n'es pas renfermé sectaire, c'est-à-dire que tu es au moins un peu pour la liberté. Et bien souvent, on sait contre qui on est. Je veux dire, quand par exemple tu as des F de souche et d'autres qui viennent à publier tous les jours les faits divers ou non d'ailleurs, les atrocités qui sont commises et qui n'ont que trop duré, et qu'on voit que les jugements en plus sont bien faiblards, eh bien nous sommes en droit de revendiquer de limiter l'immigration, puisque nous savons contre qui on combat. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même lot, mais tant qu'on n'aura pas réussi à séparer le bon grain des livrets, on ne peut plus se faire livrer quelque part, si je fais un petit jeu de mots. On ne peut plus comme ça dire allez-y, venez. On parlait, fut une époque de 300 000 illégaux. Présent, aujourd'hui on doit peut-être être au million, hein, avec tous les gens qui se déplacent, qui viennent, qui squattent. Enfin bref, c'est monstrueux. Vraiment. Les États-Unis restent les principaux acteurs sur la scène internationale. Comme par le passé, leur comportement est déterminé par la quête de la puissance et de la richesse. Mais il dépend aussi des préférences, de liens communautaires et de différences culturelles. J'ai d'ailleurs une question. Puisqu'on apporte tant de chances que ça en France, des potentiels, des personnes qui seraient capables, sans nous, de bâtir un pays et de lui donner une grandeur, pourquoi le côté de l'immigration, tous les mouvements de population, ça fait du sud vers le nord actuellement? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi nous, Européens, nous ne traversons pas la Méditerranée pour aller voir toutes ces cultures? Ceux qui te disent qu'ils ont inventé les mathématiques, qu'ils ont révolutionné l'aviation, qu'ils ont encore été les premiers dans le développement de toilettes ou ce genre de choses. Mais bon, quand tu vas dans leur pays, il y a la moitié des choses qui sont, on va dire, raccordées au tout à l'égout et tout ce qui s'ensuit. Mais ça va donner des leçons à tout va. Je vous ferai d'ailleurs un épisode hors série, mais vraiment avec des images et tout. Par exemple, on entend souvent, oui, les Français, c'était des sales, ils ne se lavaient pas, ils mettaient que du parfum. Ah bon? Ah bon? Certes, on a eu des positions de l'Église sur l'eau, par exemple, et sur la propagation de virus, de maladies, etc., on va dire en vecteur, qui pouvaient être, comment je pourrais dire, un support, quelque part, pour transmettre des maladies et ce genre de choses. Mais on a eu les époques, il me semble que les premiers bains, c'est au niveau de l'Occident. Si je ne dis point de bêtises, il faudrait voir. On en a certainement également qui sont développés depuis la Mésopotamie, mais la révolution même, dont on parle, romaine, etc.,
c'était en Occident. Donc on ne peut pas dire que les bains n'existaient pas. Le papier toilette, avant qu'il existe, les Européens utilisaient par exemple, c'était une sorte de bout de bois avec, comment je peux dire ça? C'est comme une éponge à moitié, mais ils appellent ça, c'est différent, vous voyez, c'est ce qu'on peut récupérer, éponge de mer, mais c'est un autre nom encore, vous voyez, c'est pas le triangle, non, ça n'a rien à voir. Eh bien, ça c'était mis après dans du... Enfin, c'était du... J'ai plus le nom, du vinaigre il me semble, mais il y avait d'autres choses qui étaient utilisées comme ça, on va dire, c'était des astuces de l'époque. Donc il y avait une hygiène en fait. Et c'est comme ceux qui se questionnent, mais avant qu'on ait installé les douches, vous pensez que les gens restaient tous les jours, ne se lavaient pas? N'importe quoi. Voyez, il y en a certains qui sont sales, mais ils le restent comme ça, mais suffit juste de remonter à l'époque. Et il y a bien d'autres choses encore. En fait, c'est des mythes pour faire croire que nous serions les plus sales, que nous n'étions pas éduqués, qu'on n'a aucun honneur, qu'on est juste quelque part des sous-humains face à eux, mais étrangement, ils viennent tous chez nous. Oui, il y a un problème, encore une fois, une dichotomie. Et quand on va dans leur pays, ils vont me dire par exemple qu'ils sont révolutionnaires dans la médecine, que c'est grâce à eux qu'on a les hôpitaux et ce genre de choses. Tu vas dans leur pays, la moitié, ils n'ont pas de chico. Si vous êtes révolutionnaire, pourquoi vous ne faites pas les soins aux plus nécessiteux ou même à d'autres qui n'investissent pas dans ça? Si vous connaissez si bien l'hygiène, pourquoi d'un coup tout se détache? Je peux parler de ça et bien d'autres choses encore. Oui, c'est pas de dire que toute leur population est comme ça. Il y a des femmes, par exemple, qui sont très très belles dans ces endroits-là. Il y a des hommes aussi qui savent se tenir, etc. Mais c'est pour dire que, en fait, il aura été vendu un mythe que c'est eux qui ont reconstruit la France pendant les 30 Glorieuses, alors que ce n'est pas le cas, on l'a déjà prouvé, que ce sont eux qui sont à l'origine des mathématiques, par exemple, alors qu'ils nous les ont en partie transmis, parce que c'est un héritage complémentaire, contre des flux d'informations ou de main-d'œuvre ou de bien d'autres choses qu'on a pu leur apporter. Hein. Il n'y a rien qui se donne dans la vie, il y a tout qui s'échange, se monnaie, comme on dit, rien ne se crée, tout se transforme. Eux-mêmes ont été chercher des choses en Inde, par les pillages ou non d'ailleurs. On parlera des massacres, ou non, ça le fait, on ne doit pas revenir dessus aussi. On doit laisser ça de côté, les millions de personnes passer à l'épée. Et oui, et c'est comme ça, petit à petit, qu'on se rend compte que si c'était tant des ingénieurs, on aurait par exemple des systèmes d'exploitation pour l'informatique africains. Or, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est sur Apple, on est sur, comment dirais-je, Windows. On a également un peu de Google. On doit avoir un ou deux systèmes d'exploitation chinois et encore, pas tant que ça, dans la puissance, voyez-vous, il n'y a rien, nulle part. Et les téléphones, les voitures, et bien d'autres choses encore. Et la plupart, c'est occidental. Ou de l'Asie. Asie ou occidental. Mais dites-moi ce qui sort de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Et me dites pas juste, les pays sont pillés, sont détruits, etc. Si vous êtes tant intelligent, ils sont où? Justement, ceux qui sont là dans l'ingénierie, dans la politique, voyez-vous, dans l'agenda qui serait opéré, dans la tenue d'entreprise qui brillerait à l'international. Il y en a, certainement, dans des domaines, dans l'alimentation, ce genre de choses. Mais comprenez bien que la plupart, quand ils viennent en France, ils vous sortent du répété. Vous voyez, ils se passent le chewing-gum de bouche en bouche. À la fin, la laine est plus qu'horrible. Ce qui te sortent, c'est ce qu'on pourrait appeler un claque-merde, vous voyez. Tac, 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 tac. En plus, ça envoie des morceaux, c'est ça le pire. Ça tente de te salir, de te souiller. Et tes ancêtres avec, te faire porter une culpabilité. Alors, moi je vous dis, soyez fiers d'être français, et le jour où il faut sortir le fer, avec plaisir. C'est pas l'objectif. Mais ce qui est étrange, c'est que les comportements qui nous sont reprochés à nous, soi-disant fachos, trop identitaires ou ce genre de choses, dans leur pays, ils sont encore plus radicaux que nous. Ils sont dans une radicalité qui est poussée. Voyez-vous? Même pour obtenir un papier ou ce genre de choses, ou carrément même des Noirs qui vont se balader dans certains pays maghrébins, ils vont carrément être insultés. Nous en France, je crois pas que tu vois ça. Il y a des fois un ou deux stupides qui vont faire des commentaires à une voilée, c'est pas en France, je sais pas quoi, mais ils vont même pas l'insulter sur ce qu'elle est, entre guillemets, physiquement, ce genre de choses, c'est plutôt vestimentairement parlant. Et même là, ce n'est pas acceptable, mais c'est des épiphénomènes,
des gens voilà, qu'il faut rappeler à l'ordre quelque part. Mais à certains pays, ils te traitent de raciste et ils renvoient les gens dans le désert. D'accord? Il y en a d'autres qui se font des films, comme si on voulait la mort des étrangers. Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu ça où, par exemple, chez moi, qu'on voudrait euh, tuer les gens comme ça? Non. Les criminels, les délinquants, moi je les veux dans un camp du travail. Ouais, non, c'est ferme ta gueule. On les veut dans un camp du travail. Tu crois qu'on va les laisser en liberté, foutre le bordel, profiter? Jamais. Vous voyez, c'est là la chose où il faut saisir. Ils pensent que pour l'instant, ça va suivre son cours, ils vont pouvoir nous piller, foutre le... Allez, c'est ça. Gardez-vous d'être troublés parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Bref, on pourrait continuer comme ça sur toute l'identité, etc. Mais je vous propose, ça fait quoi? Ça fait 50 minutes, de revenir sur ce livre, Le choc des civilisations. Je vous avoue qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. L'influence donc de l'Occident, ok, l'islam un, ça c'est bon, qui sommes-nous? Si quand même, système international et Kissinger, ça c'était pas mal. Pour leur pouvoir et leur confiance en elles, qu'elles augmentent... Alors attendez. La richesse économique, la puissance économique et l'influence politique des sociétés non occidentales s'accroissent, en particulier en Extrême-Orient. Plus leur pouvoir et leur confiance en elles augmentent, plus elles affirment leurs valeurs culturelles et rejettent celles que l'Occident leur a imposées. C'est ce qu'on voit après avec le système international du XXIe siècle, noté Henry Kissinger, comportera au moins 6 grandes puissances. Parmi elles, les États-Unis, le bloc de l'Europe, la Chine, le Japon, la Russie et probablement l'Inde, plus un grand nombre de pays moyens et petits qui viendront s'y ajouter. Les 6 grandes puissances, selon Henry Kissinger, appartiennent en fait à 5 civilisations très différentes. De plus, la situation stratégique, la démographie et ou les ressources pétrolières de certains États musulmans importants rendent ces derniers très influents. Dans le monde nouveau qui est désormais le nôtre, la politique locale est ethnique et la politique globale est civilisationnelle. Et je voulais quand même vous présenter un truc. Alors, c'était ça, page 23. La rivalité entre grandes puissances est remplacée par le choc des civilisations. Dans le monde nouveau, les conflits les plus étendus, les plus importants et les plus dangereux n'auront pas lieu entre classes sociales, entre riches et pauvres, entre groupes définis selon des critères économiques, mais écoutez bien, entre peuples appartenant à différentes entités culturelles. Les guerres tribales et les conflits ethniques feront rage à l'intérieur même de ces civilisations. Cependant, la violence entre les États et les groupes appartenant à différentes civilisations comporte un risque d'escalade si d'autres États ou groupes appartenant à ces civilisations se mettent à soutenir leurs frères. L'affrontement sanglant entre clans en Somalie ne représente pas une menace de conflit élargi. L'affrontement sanglant entre tribus au Rwanda a des conséquences sur l'Ouganda, le Zaïre, le Burundi plutôt même, mais pas au-delà. Les affrontements sanglants de civilisations en Bosnie, dans le Caucase, en Asie centrale ou au Cachemire pourraient au contraire, par contre, donner lieu à des guerriers et donc à des guerres plus importantes. Au cours des guerres yougoslaves, la Russie a apporté son soutien diplomatique aux Serbes, tandis que l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran et la Libye fournissent de l'argent et des armes aux Bosniaques, non pas pour des raisons idéologiques, politiques ou économiques, mais par affinité culturelle. Les conflits culturels, faisait observer Václav Havel, se développent et deviennent plus dangereux que jamais. De même, pour Jacques Delors, je le cite, « Les conflits à venir seront provoqués par des facteurs culturels plutôt qu'économiques ou idéologiques. Et les conflits culturels les plus dangereux sont ceux qui ont lieu aux lignes de partage entre civilisations. » Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, on reviendra sur ça et sur ce livre aussi, bien évidemment. J'en suis vraiment qu'à sa genèse, entre guillemets, page 28. Et tout ce qui est de l'ordre... voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on enlève l'habit de l'humain, on essaye petit à petit d'aller au-delà de la chair, passer à l'intérieur et comprendre que c'est tout un système au microscope de ce qu'on pourrait appeler des lettres quelque part, qui se ramènent bien évidemment à des cellules, adénine, guanine, cytosine, thymine, il manque le U également, bref, des ARN messagers, des mutations qui après vont rester ou non dans l'espèce ou apporter à de nouvelles créations, de nouvelles créatures quelque part.
et bien d'autres choses, puisque ce qui est intéressant dedans, c'est de comprendre comment s'est formée après la conscience. Et sommes-nous dans la partie d'une métaphysique à plusieurs niveaux, à plusieurs couches quelque part, ou sommes-nous à des raisonnements attachés dans le cerveau? Mais le cerveau venant à s'arrêter un jour ou l'autre, à la conscience, qu'en reste-t-il? Notre être s'arrête-t-il à ce moment-là? Enfin, vous voyez l'histoire, puisqu'on parle d'un livre de vie également. Celui qui n'est pas inscrit dans le livre de vie. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a tellement de choses intelligentes qui malheureusement, parce que moi je le dis, que l'Église est venue un peu abîmer. Pourtant, qui est l'épouse du Christ. C'est comme ça qu'on la nomme. C'est l'entité qui est apparue une fois le sacrifice du Christ pour justement créer des établissements, partager, faire en sorte que la parole continue. Et malheureusement, on est venu, par exemple, des périodes où on a, par des... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais un peu du côté des païens, quoi. Paganisme ou non, non, je ne sais même pas. C'est-à-dire des gens qui se rendaient sur des sépultures pour adorer quelqu'un. Et l'idée de martyr. Des prières pour avoir une interférence entre soi et la personne qui est morte, tout tenté d'un proche qui est décédé, voyez-vous, qui reçoivent quelques louanges auprès du Seigneur. Il y a comme ça ces idées qui ont amené après à développer le concept des saints. Je crois que c'était au XIIe siècle qu'il y a eu des personnes nommées saints et qui étaient reconnues de façon par l'Église. Alors, je crois, je ne sais plus, c'est pas canonique, mais c'est tout comme. Bref, je ne vais pas me perdre, mais c'est pour vous dire que après tout ça, donc on a vu dans l'histoire également de France, par exemple, l'idée que l'eau peut transmettre en effet des maladies et donc s'en séparer un peu, ce qui est dommage, c'était une sorte de régression. C'est là où on voit la différence de l'Église avec d'autres dogmes religieux qui existent. L'Église, en fait, elle a ce droit à l'erreur, entre guillemets, c'est-à-dire que elle a son support, sa source, qui est magnifique. Et les évangiles, le Nouveau, l'Ancien Testament, et bien d'autres choses encore, les psaumes qui s'y ajoutent, et les Lévitiques et compagnie. Et dedans, on a vraiment tout. L'Éden, comment a commencé l'humain, qui était bien sur Terre, il n'était pas sur un paradis extraterrestre. La façon dont en fait on est, au début, sur ces eaux planait l'esprit. Et l'idée même que à la fin, dans l'Apocalypse, il y a comme ça, voyez-vous, la bête qui veut gouverner sur les eaux, mais les eaux, c'est pas l'eau même que tu penses de la mer ou de l'océan, c'est les peuples, les multitudes. Mais pourquoi on peut appeler ça les peuples, les multitudes? Parce que les humains, quand ils sont rassemblés, c'est quelque part comme un flot, et constitué à 60-70% d'eau, si ce n'est même un peu plus. Donc, derrière, ça ramène à une forme de support également, bref, de bien d'autres choses que je pourrais, comme ça, vous partager. Et donc au début, planait l'esprit sur ces eaux, on parle du livre de vie, ce qui est incroyable, puisqu'avec la science, et dans ce 21e siècle, et même le siècle qui a précédé avec Watson, écrit, qui est, comment il s'appelait juste avant? Watson, Crick, et il y avait une autre personne, bref, sur l'idée même des deux hélices, avec des A qui vont donc avec des T et des G avec des C. Oui, des combinaisons. Mais à certains moments, la nature fait qu'il y a des mauvais croisements et des lettres qui ne devraient pas être ensemble enclenchent des mutations et bien d'autres choses. Et donc c'est là l'idée de ton livre de vie, c'est aussi toi qui l'entretiens. Ce qu'on appelle après l'épigénétique, l'ADN activable, désactivable, un peu, je crois que c'est pour... faudrait que je vois, je crois que c'est les abeilles, il me semble. Si elles sont en présence de la gelée royale, ça en fera des reines. J'ai vu ça dans un livre. Je ne sais plus si c'est sur ça, mais bref, en présence d'un facteur dans l'environnement, celle-ci deviendra une reine. Et donc toi-même, en présence de certains éléments dans ton environnement, tu pourras te nuire à ta santé ou au contraire la conserver. Et toutes tes actions, qui d'ailleurs peuvent entraîner du stress ou non, le stress, c'est le cortisol, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a comme ça une hormone qui se développe. Peut-être que le nom n'est pas correct, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et donc, ça va impacter ta génétique. La personne qui fait du mal,
Et bah, pareil, son cerveau avec ses synapses, comment je pourrais appeler ça? Oui, c'est pareil, le corps, faut essayer de le redécomposer pour revoir comment il est. C'est tellement incroyable. On arrivait à la fois dans la beauté de voir comment on est constitué, et pour y arriver, ne pas oublier l'horreur. Ça a été aller contre l'Église, par exemple, mais c'est pas la seule qui est contre ça. C'est-à-dire scalper les corps et les ouvrir, ce qui s'appelle la scarification. Vous voyez, pour étudier ou pour soigner ou pour ce genre de choses. C'est là où il y a eu tout un débat après sur l'éthique, la morale, où on la place. Mais bon, vous voyez, les conversations qui pouvaient animer l'époque, pour ceux en tout cas qui arrivaient à monter dans l'alphabétisation et après entrer dans les cercles où vraiment ça réfléchissait, et aujourd'hui où le premier clampin se dit expert en géopolitique, ou un autre carrément veut te faire ton profil de A à Z comme s'il te connaissait dans les moindres détails alors qu'il n'en a qu'une couche, qu'une apparence que tu laisses comme ça à la vue de tous. Bref, la vérité est notre avenir, la victoire est assurée, et puis si vous êtes avec le Christ, c'est donc que vous vivez en amour. Vivre en amour, la victoire est assurée, les valeurs sont ancrées, et bien évidemment que l'on renversera le système. Avec la paix et la bénédiction du Christ. Alléluia.